Rebonjour, merci toujours à la SPOI. Alors moi je vais être un peu plus bref parce que c'est un sujet. Ce que je vais vous présenter va illustrer en fait notre expérience pédiatrique sur les pathologies interstitielles. Vous savez que vous êtes tous bien sûr experts et nous pédiatres, nous avons des formes relativement particulières. Donc je vais parler de protéinose alvéolaire de l'enfant. Et comme vous voyez ce titre un peu particulier, je vais vous parler ensuite du gène Mars, puisque nous avons des formes, comme vous le verrez, de protéinose alvéolaire pulmonaire très particulières et très génétiques à La Réunion, mais également à Mayotte. Alors la définition de la protéinose alvéolaire pulmonaire, elle est connue, c'est l'accumulation effectivement d'un matériel lipoprotéinacé au sein des alvéoles. On connaît un petit peu mieux la classification pédiatrique aujourd'hui, qui est maintenant depuis quelques années assez officielle. C'est CHILD, c'est Interstitial Lung Disease in Children. Et effectivement, la protéinose alvéolaire fait partie des formes pédiatriques, même parfois de révélation néonatale. Cette PAP, elle a été décrite déjà depuis longtemps par Rosen en 1958, et il y a des publications diverses, des petites séries dans le monde entier. Alors, comme en étant d'Inde, j'ai regardé, il y a des publications indiennes de 6, 7, 8 cas pédiatriques de PAP. Donc c'est intéressant. La clinique, je vais aller très très vite, c'est toujours une association chez l'enfant. Généralement, ce sont des enfants de moins d'1 an. C'est l'association de signes respiratoires souvent discrets, avec une hypoxémie qui est parfois très très modérée, mais souvent présente, et des difficultés de croissance. Et là, contrairement à la mucoviscidose, ce ne sont pas, c'est pas lié à l'insuffisance pancréatique externe. Et alors, dans cette protéinose alvéolaire particulière, dans cette série particulière que nous décrivons à La Réunion, nous avons très souvent, et c'est là la première particularité, une atteinte hépatique relativement constante avec une cholestase qui est présente dès les premiers mois de vie, dès les premiers éléments de diagnostic. Et cette cholestase va avancer progressivement vers une cirrhose qui va compliquer effectivement le diagnostic. Alors ce diagnostic, il va être, je saute quelques étapes, suggéré par l'âge, par la présentation clinique, mais qui va être fortement suggéré par l'aspect tomodensitométrique thoracique, qui va montrer, je vous donnerai un petit exemple, qui va montrer ce qu'on appelle un crazy paving pour les anglo-saxons sur le TDM, le chest CT scan. Donc, mais après, et vous verrez, j'aurai une image, ça va être fortement suggéré et presque confirmé par les résultats et l'analyse du liquide de lavage broncho-alvéolaire, et notamment la coloration par le PAS, puisque cette accumulation de matériel lipoprotéinacé, il va être coloré par le PAS en rose, et ça va être, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, tout à fait pathognomonique de phospholipoprotéinose alvéolaire dans sa forme pédiatrique. Alors là où, je le dirais, c'est que quand on a des formes pédiatriques, quelle que soit l'étiologie, ce sont des maladies rares mais sévères, mais avec, dans notre expérience, enfin l'expérience que j'avais en métropole et surtout l'expérience que j'ai à La Réunion depuis 5 ans, avec une mortalité qui est autour de 50-60% et des enfants qu'on a du mal à tenir pour différentes raisons. Alors l'épidémiologie, quand on revient un petit peu à la prévalence des maladies infiltratives diffuses, des ILD chez l'enfant, c'est très très rare. C'est 1,3 nouveaux cas par million d'habitants. Et c'est à peu près ce qu'on voit à La Réunion, puisque moi depuis 4 ans, là, j'ai eu 5 à 6 cas de ces maladies interstitielles rares. Alors, là où ça devient difficile, et là où effectivement vous connaissez ça beaucoup mieux chez vos adultes, la classification, bien sûr que les PAP font partie des Interstitial Infiltrative Lung Diseases in Children, mais si on parle des phospholipoprotéinoses alvéolaires, des protéinoses alvéolaires, on peut séparer ça schématiquement en forme pédiatrique, d'une part congénitale, et en forme adulte, généralement auto-immune ou secondaire. Donc je reviens un petit peu, je vais pas plus loin que ça sur la classification parce que ça nous emporterait relativement loin.
on va quand même se focaliser sur ces formes qu'on a particulièrement à La Réunion, qui sont des formes de révélation dans les premiers mois de vie. Et je vais juste vous dire 3 mots sur ce qu'on appelle les formes congénitales, les formes génétiques des protéinoses alvéolaires dans la classification actuellement selon Child. Donc, alors, même si c'est rare, on décrit maintenant depuis une dizaine d'années des mutations spécifiques de gènes codants pour certaines protéines qui interviennent d'une part dans la pathologie, dans la production ou l'élimination du surfactant, parce que ce matériel lipoprotéinacé qui est en excès dans les alvéoles pulmonaires, c'est en fait grossièrement du surfactant anormal. Donc l'équipe parisienne, il y a d'autres équipes, mais pour nous francophones, c'est une équipe parisienne qui gère ça, et on décrit depuis une dizaine d'années des mutations dans les gènes codant pour ces protéines de surfactants, SPB, SPC, et pour les transporteurs ABCA3. Et effectivement, vous pouvez, ça et là, retrouver des adultes qui ont survécu à la période post-néonatale et qui ont ces mutations à l'âge adulte avec des fibroses pulmonaires, avec des pathologies, des insuffisances respiratoires chroniques assez sévères, mais qui sont des véritables pathologies génétiques. La deuxième chose, mais ça, c'est assez exceptionnel, mais ça existe, on a des mutations dans le gène qui code pour le récepteur du GM-CSF. Et quand on regarde chez l'adulte l'étiologie des PAP chez l'adulte, la première cause, c'est la cause auto-immune, avec la présence chez ces adultes qui ont des PAP assez classiques, mais avec des anticorps anti-GM-CSF. Alors en pédiatrie, on a la version génétique par déficit du récepteur de la GSF. Et après, on a des raretés. On a eu un diagnostic récent qui est anatomopathologique, c'est par exemple la dysplasie alvéolaire congénitale qu'on classe maintenant dans les maladies interstitielles, mais qui sont des maladies génétiques. Et après, en pédiatrie, on aura effectivement des PAP dites secondaires à des infections respiratoires particulières, et souvent chez le patient immunodéprimé. Alors dans le VIH, c'est fréquent, mais aussi dans certaines néoplasies, etc., etc. Alors, revenons à La Réunion. Pourquoi c'est si particulier? Ça a été publié ces dernières années. On collabore bien sûr avec le centre de référence de Jacques Deblic à Paris, à Necker Enfants Malades, qui, avec son longue expérience, a été celui qui a guidé un tout petit peu la recherche et la prise en charge autour de ces PAP très génétiques. Moi, je suis à La Réunion depuis quelques années, et c'est un peu l'équipe de Michel Renouille dans le Sud, et aujourd'hui un petit peu Laurent Hainaut, qui ont fait ça. Alors, pourquoi c'est très particulier? Parce qu'on s'est rendu compte que sur ces 20-25 dernières années, il y avait une série finalement qui a réussi à être publiée. C'est toujours difficile de publier les maladies rares, mais on s'est rendu compte très rapidement que on avait cette PAP réunionnaise qui était particulière. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup plus sévère que ce qui était décrit, même dans d'autres formes de maladies interstitielles génétiques, et elle était constamment associée à une cholestase menant à une cirrhose, et que cette mortalité à 50-60% avant l'âge de 1 an, elle s'associait aussi pour les survivants à une évolution relativement sévère, avec une évolution assez rapide vers la fibrose. Et on a eu, il y a 12-18 mois, une petite de 13 ans qui a refusé un stenting et de repartir parce qu'elle avait eu une transplantation pour cette maladie, ce qui est déjà une éventualité rare, etc., etc. Donc des phénotypes très particuliers et des maladies, pour Jacques Deblic et les gens qui sont... Des choses qui ressemblaient pas aux autres, qui étaient vraiment typiques de La Réunion, mais également de Mayotte. Alors là, je vous montre simplement le crazy paving. Voilà. Et après, voilà ce qu'on a. On est maintenant surentraîné dans le diagnostic, puisque avec une association de quelques petits éléments cliniques, chez un enfant qui est souvent en néonatologie, qui est en ICU, with failure to survive, petits signes respiratoires et tout ça, on fait un LBA très rapidement, et on a ce liquide laiteux à droite. Voilà, moi je suis un petit peu plus habitué. En métropole, on n'était pas si habitué à ça, mais c'est vrai que l'association clinique, quand on sort du bloc et qu'on a ce liquide-là, on signe la protéinose alvéolaire sans même aller plus loin. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le traitement est extrêmement compliqué. Ce traitement, c'est les lavages bronchopulmonaires thérapeutiques, les whole lung lavage, en 2 temps, un poumon après l'autre,
chez les enfants qui font parfois 3,7 kg, 4,2 kg et tout ça, donc on est limité sur le plan de la prise en charge. Ce sont des enfants qui ont souvent, en post-lavage, si on lave un poumon entier, une détresse respiratoire, parfois des SDRA. C'est difficile. Donc on a ce traitement comme seul traitement. On a malgré tout, malgré le traitement et la reconnaissance de ce diagnostic, des évolutions sévères. On a des complications énormes parce que ce sont des gamins qui après des lavages un petit peu agressifs, vont avoir un SDRA post-lavage parce que on nettoie tout, donc ils décèdent de ça. Et on a aussi chez ces enfants qui ont une véritable maladie métabolique avec une association, avec une dénutrition sévère, avec une cirrhose relativement précoce et avec des surinfections relativement dramatiques, avec des germes, avec tous les germes qui se croisent en réanimation habituellement. Et l'autre particularité, c'est que malgré tout, on utilise parfois des bolus de corticoïdes à forte dose, mais ce sont des enfants, quand ils survivent au-delà de la première, deuxième année, ils restent, vers l'âge de 1 ou 2 ans, des grands insuffisants respiratoires avec, pour certains, après quelques années, de l'oxygène en permanence et puis de la VNI, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc c'est une maladie extrêmement létale, grave, mais qui reste effectivement très grave pour les survivants. Alors, je conclus rapidement, c'est l'objet de mon titre, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, ces PAP particulières réunionnaises, on a, ces 2 dernières années, entre les équipes de Necker et une équipe de Munich, réussi à trouver, par des études génétiques relativement compliquées, et elles sont signées aujourd'hui comme étant des PAP réunionnaises et mayotte par mutation dans le gène MARS. Et pas du tout sur le GM-CSF, comme il y avait quelques arguments pour penser au récepteur du GM-CSF. Non, à la Réunion, c'est sur la mutation sur le gène MARS. Alors le MARS, c'est méthionine RNA synthétase, c'est signé. Tous les patients qu'on a diagnostiqués ces dernières années à la Réunion à Mayotte, ce sont des mutations du gène MARS. Alors MARS intervient aussi dans d'autres pathologies, mais c'est assez intéressant, et ça sera ma dernière conclusion. Alors, le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'a pas un accès, on a un accès très facile, puisqu'on envoie ça à Paris, ils nous rendent des résultats rapidement, mais certains voudraient se passer de lavage de LBA, de lavage broncho-alvéolaire pour faire le diagnostic, alors que moi, je continue à être un fervent clinicien, quand même, malgré tout, et beaucoup voudraient voir dans cette mutation MARS une méthode pour faire un diagnostic et pour éviter le LBA initial. Et moi, je reste quand même assez attaché à effectivement ce diagnostic avec une succession clinique, CT scan et LBA qui permet de faire le diagnostic en moins de 48 heures. Voilà, je vous remercie. So, Professor Leloup, are you familiar with the MARS gene? Yeah. And what do you think about the whole lung lavage? Do you have, because we have huge problems with that. In fact, I think I've done the most number of cases of whole lung lavage because the patients get referred to me. And like you said, the frequency is unpredictable. They do very well. But we've got now 4 patients on GM-CSF with good outcome. But the first time I'm hearing about the MARS mutations. But for example, when do you decide you stop these whole lung lavage? Because we are used to do one every month for 3 to 6 months. And some say you have to stop when the fluid is clear, comes clear again. That's what we do. So when the patient we monitor lung function symptoms, they become very symptomatic. So the frequency is between 6 months and 2 years. Okay. And over the years, some patients got lost to follow-up, so okay. I can't comment on the long-term outcome. Okay. Other questions? D'autres questions? No? Thank you very much.
Merci beaucoup, Jean-Luc.